Alors avant de nous plonger dans les différentes tables rondes de cet après-midi, parce qu'il va y en avoir plusieurs, vous l'avez bien compris, je vous propose d'accueillir Philippe Duffieux, historien de l'urbanisme de Lyon, qui va nous présenter le développement de la ville au fil du temps. Bonjour monsieur, venez nous rejoindre. Alors en l'espace d'un siècle et demi, Lyon a connu des transformations urbaines et architecturales spectaculaires, à l'aune de son développement économique et industriel qui, dès le milieu du XIXe siècle, l'impose comme l'une des villes françaises les plus dynamiques. Cette communication se propose de porter un regard sur les principales étapes de son évolution urbaine contemporaine, des percées du Second Empire à l'aménagement du quartier de Confluence. Philippe Duffieux, professeur d'histoire de l'architecture à l'École nationale supérieure de l'architecture de Lyon. Vous êtes également directeur du laboratoire LOR, Lyon Architecture Recherche. Monsieur, c'est à vous. Merci infiniment pour votre invitation. Alors, 150 ans en un quart d'heure, ça ressemble à l'exercice de la thèse en 180 secondes. J'ai tâché d'être concis, vous l'avez compris. Cette problématique foncière, elle est récurrente à Lyon depuis les temps modernes, depuis le XVIe, XVIIe siècle. Le terrain a toujours été rare et cher, jusqu'au cimetière de Loyasse, en réalité. Alors, demandez de vous positionner là, peut-être. Oui, si vous voulez bien. Ça serait mieux pour le... Simplement, ah, mais oui, j'ai un retour d'écran. Vous avez le retour ici. Alors, 4 phases, très brièvement, si vous le voulez bien. La première phase qui correspond aux mutations de la cité à l'époque contemporaine, c'est bien évidemment le Second Empire. Le préfet Claude Marius Weiss va engager les pouvoirs publics dans une politique de grands travaux qui va se concentrer dans la presqu'île, entre les terreaux et la place Bellecour, presqu'île qui est décrite, c'est le cœur économique et politique bien sûr de la cité, qui est décrite comme un amas de maisons mal construites, une ville qui se paupérise considérablement, et dès son arrivée, dès les premiers mois, Claude Marius Weiss va engager des grandes percées urbaines, sur le modèle bien sûr de ce que Haussmann réalise à Paris dans les mêmes années, pour assurer essentiellement le développement économique de la cité. Il s'agit bien sûr de percer au milieu d'un bâti médiéval, 16e, 17e, 18e, comme nous le voyons ici, pour ouvrir la ville, tracer des artères, développer bien sûr les relations économiques entre le quartier des terreaux, quartier évidemment lequel centre cœur économique et des affaires de la ville au milieu du 19e, et puis le quartier résidentiel de Bellecour. Ce sont bien sûr les rues de la République et la rue de l'Impératrice, que nous connaissons parfaitement, qui vont métamorphoser en l'espace de quelques années seulement le paysage urbain de la presqu'île. Le Second Empire doit convaincre en un temps qui lui est plus que compté. La rapidité des travaux à Lyon comme à Paris va littéralement stupéfier les contemporains. 3 ans pour exproprier, démolir, reconstruire et inaugurer. 3 ans pour aménager et construire la rue de la République telle que nous la connaissons aujourd'hui. Dans le sillage de ces travaux, la fin du XIXe siècle achèvera en quelque sorte l'opération de la rue Carnot que nous voyons ici, ou encore celle de la Martinière, plus au nord des terreaux, viendront compléter ce nouveau réseau de rues qui permet de relier encore une fois les nord de la presqu'île à la place Bellecour. La question des circulations est toujours une donnée absolument essentielle dans ce type de dynamique, vous le savez, et il faut apprécier le temps long, évidemment, pour prendre la mesure des évolutions et des transformations urbaines. Ce temps long, il était déjà donné, en quelque sorte, dès la fin du XVIIIe siècle, le développement de la presqu'île au sud, sur le projet de Perrache, et le développement de la rive gauche, cette immense rive gauche, qui appartient longtemps au territoire de la Guillotière, jusqu'en 1852, sur le projet de Morand. Ces 2 axes, au fond, vont connaître jusqu'à ces dernières décennies une réalité. La rive gauche est toujours l'aire de développement naturel, en quelque sorte, de la ville et de l'agglomération, et je ne dirai mot, ou plutôt j'en dirai un mot, effectivement, du développement du confluent. Outre la presqu'île, c'est bien sûr la rive gauche, peut-être le véritable sujet au lendemain du Second Empire, une rive gauche qui sera ravagée par les crues de 1840 et 1957, et il faudra attendre que les hospices engagent une nouvelle politique foncière de beau à long terme pour que la construction, bien sûr, s'améliore sur cet immense territoire jusqu'aux confins du Dauphiné. La seconde phase, c'est celle qui s'ouvre avec une rencontre qui a valeur d'un véritable événement culturel à l'échelle de notre ville. C'est la rencontre d'un maire et d'un architecte, évidemment, Édouard Herriot et Tony Garnier. Garnier à Rome imagine la cité des temps modernes, la cité du futur, cette cité industrielle. Et la question du logement, outre les équipements, bien sûr, est au cœur de toutes ces réflexions. C'est une ville essentiellement de petites maisons individuelles, quelques collectifs, mais enfin le cœur de la cité, ce sont des maisons. Et Garnier va placer la question
de l'habitat au cœur de toutes ces réflexions, jusqu'à se voir confier la réalisation, notamment la direction de l'exposition internationale urbaine, première exposition urbaine à Lyon en 1914, à quelques mois de la guerre, et avant de se voir confier, bien sûr, la réalisation du quartier des États-Unis, qui est l'une des dernières grandes commandes, enfin, qui sera achevée, commande qui intervient avant 14, mais qui ne sera achevée que 20 ans après. C'est le quartier des États-Unis que nous connaissons parfaitement. Alors, il est une autre cité qui, dans les mêmes années, va s'imposer comme l'autre grande capitale de l'architecture en Europe. Eh bien, c'est Villeurbanne, bien sûr, qu'avec cette exceptionnelle opération des gratte-ciel, évidemment, qui marquera les esprits comme une opération tout à fait unique en France et en Europe. Entre Lyon et Villeurbanne, eh bien, les deux villes, la région lyonnaise s'impose comme l'un véritable laboratoire européen du logement social dans les années 1920-1930. La troisième phase, eh bien, c'est celle qui s'amorce après-guerre, malgré les efforts des offices publics d'habitation à bon marché, malgré les efforts des pouvoirs publics, dans le sillage de la loi Bonnevet, bien sûr. Eh bien, la question du logement reste entière. Ce sont quelques milliers de logements, un peu plus de 15 000, si je me souviens bien, qui sont construits par les offices publics d'habitation à bon marché dans l'entre-deux-guerres. Réalisation significative, mais très largement insuffisante pour répondre aux immenses besoins en logement. Ce sera la politique, bien sûr, des grands ensembles qui va marquer la périphérie de l'agglomération dans cette vaste couronne, au fond, qui va de la Duchère jusqu'à Vénissieux, pour faire court. La première grande opération, c'est celle de Bron-Paris, qui est en cours de démolition, partiellement actuellement. Première grande opération industrialisée et préfabriquée dans l'histoire, l'une des premières dans l'histoire de France, que cette opération réalisée sous l'égide de René Gagès et de Pierre Bourdex, dans le sillage des expériences corbuséennes, évidemment, l'unité d'habitation de Marseille, de Le Corbusier, et dans tous les esprits, tous les architectes se précipitent à Marseille pour la visiter. Et cette opération va ouvrir la voie à l'industrialisation, la préfabrication, notamment des façades et des éléments de seconde œuvre. Le deuxième jalon, c'est la Duchère, conçue sous l'égide de François-Régis Cottin et de Franck Grimal, immense réalisation tout à fait exceptionnelle dans ce site non moins spectaculaire que le plateau de la Duchère, avec cette ordonnance de 10 immenses bars qui vont structurer ce paysage d'une manière absolument grandiose autour de cette tour périphérique. Et toutes les villes de la grande périphérie lyonnaise verront la conception de grands ensembles, de Rieux, bien sûr, jusqu'à Montessuie, à Caluire, qui est l'une des réussites les plus remarquables de ces années, et bien sûr Vénissieux, qui est la dernière grande opération industrialisée, parce que vous savez qu'à partir de la circulaire Guichard, en 1973, eh bien, l'État interrompt la réalisation de ces grandes opérations. Alors, industrialisation, préfabrication, qualité architecturale également sont les mots d'ordre de ces années tout à fait décisives, et je ne pouvais pas manquer évidemment de vous montrer des ensembles que vous connaissez bien, conçus par le Grand Prix de Rome, Jacques Perrin-Fayol, avec Jean Zumbrunner, premier morceau de plan voisin en quelque sorte pour la Pardieu, qui ne sera que partiellement réalisé. Et on voit le spectaculaire changement d'échelle qui s'opère dans les années 60 par la construction de collectifs de 10 à 13 niveaux. On le voit ici au niveau des Halles de Lyon. Les années 80-90, à l'issue de la crise des années 70, sont sans doute plus difficiles à appréhender pour la question du logement. On parle de retour à la ville, et je ne voulais pas manquer de vous montrer cette très belle réalisation de Richard Plotier, qui date du début des années 1990, opération de rénovation urbaine, bien sûr, retour sur la ville, réinvestissement des pouvoirs publics, notamment dans les quartiers anciens. Les années 90 eh bien, vont ouvrir la voie également à de grands projets urbains, des grands projets de ville, soit sur des anciennes friches, bien sûr industriels, on en a dit un mot, soit bien sûr sur tous les projets qui vont requalifier, réhabiliter, détruire aussi très là, en grande partie, notamment à la Duchère, eh bien, les grands ensembles de l'après-guerre pour adapter en quelque sorte l'offre de logement et amener beaucoup plus de mixité sociale. Le Confluent, je vous le disais, c'est un vieux projet de la fin du milieu du XVIIIe siècle. En réalité, il faut toujours le garder à l'esprit, bien sûr. Ce vaste projet eh bien, va se dessiner à la fin des années 70, après de nombreuses péripéties autour d'une darse urbaine. Et la qualité, j'allais dire, architecturale et urbaine sera au rendez-vous, notamment dans les dernières phases, me semble-t-il, plus encore peut-être que dans la première, comme l'illustrent notamment des opérations réalisées par notamment nos
nos collègues Vera-Baron, jusqu'à la second projet d'Herzog et de Meuron, dont je vous montre une image. Alors, c'est un peu rapide, évidemment. La question du logement, elle est indissociablement liée au développement, bien sûr, au développement urbain de la ville. J'insisterai peut-être sur la nécessaire exigence de qualité, qualité architecturale, urbaine, paysagère. Il y va, bien sûr, que nous sommes à même d'offrir au corps social, mais plus encore, du respect de notre environnement et de la construction de notre cadre de vie. Merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur Duffieux. Un éclairage très intéressant. On voit les grandes avancées qui ont eu lieu quand même à travers les siècles. Et alors, depuis Confluence, c'est un peu le statu quo, si j'ai bien compris. Écoutez, la crise économique est aussi passée par là, donc je pense que, mais encore une fois, les questions foncières, comme je le disais en préambule, sont tout à fait déterminantes. Il faudra, je pense, peut-être encore un peu de recul pour apprécier Confluence, me semble-t-il. C'est peut-être encore un peu tôt. Un peu tôt. Merci en tout cas pour cette page historique. Voilà, on rappelle que vous êtes professeur d'histoire de l'architecture à l'École nationale supérieure d'architecture de Lyon. Merci beaucoup, Monsieur Duffieux.